Madame la défenseure des droits, Madame la secrétaire générale, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous sommes donc dans la grande chambre de la Cour des comptes et aussi en ligne en cette journée internationale des droits des femmes pour une table ronde sur la lutte contre les discriminations pour une meilleure prise en compte de la diversité. Et je suis très heureux d'avoir le privilège de l'ouvrir, cette table ronde ce matin, car, vous le savez, si vous ne le savez pas, je le dis, j'attache une importance absolument considérable à l'engagement de cette maison, des juridictions financières en général, pour faire de l'égalité et de la diversité un axe majeur de notre transformation. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir répondu à cette invitation, et en particulier, je tiens à remercier nos intervenants pour leur présence. Madame la défenseure des droits, d'abord, chère Claire Hédon, merci de prendre ce temps ce matin pour nous faire partager votre vision de la situation des discriminations au sein de nos organisations. Je remercie également pour leur présence Madame la secrétaire générale des ministères économiques et financiers, Anne Blondy Touret, Madame la directrice RSE de France Télévisions, Marianne Bernard, ainsi que Damien Zaversnik, qui est cofondateur de l'association L'Accordé et qui fut conseiller référendaire en service extérieur à la Cour. C'est une grande joie pour moi de vous réunir autour de cette table ronde pour revenir ensemble sur la question de l'exemplarité des organisations, de leurs défis et sur leurs axes de changement. Je tiens aussi à saluer celles sans qui la Cour ne pourrait aussi rapidement avancer sur cet axe de transformation interne. Mireille Faugère, notre référente égalité et diversité de la Cour, qui conclura les échanges de cette table ronde. Marianne Piquenard, qui est chef de projet égalité et diversité, qui assurera ce matin la modération des échanges en grande chambre, ainsi que Justine Renaud, qui doit être quelque part, auditrice à la troisième chambre, qui assurera le relais de vos questions. Comme je le disais, j'attache une grande importance aux enjeux d'égalité et de diversité, de lutte contre toute forme de discrimination. Dès ma nomination ici en tant que président de la Cour des comptes, c'était en juin 2020, le temps commence à passer, nous avons lancé un projet collectif de transformation de la Cour des comptes et des juridictions financières qui s'appelle nom de code JF 2027-25 comme juridiction financière 2025. Collectivement, nous avons défini l'engagement en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité comme une condition sine qua non du développement de chacun et de chacune au sein de nos collectifs de travail, alors que nous voulons, c'est notre prétention, et nous faisons d'ailleurs renforcer notre agilité, l'efficacité de notre action, notre attractivité, nous devions de garantir à toutes et tous un haut niveau de qualité de vie au travail, une égalité des chances dans toutes les opportunités professionnelles, une protection contre toutes les formes de discrimination ou de harcèlement, et nous devons assurer un environnement de travail mixte qui soit sain, valorisant et qui fait de la diversité non pas une contrainte ou une obligation, mais une véritable force portée comme telle. Et en la matière, nous voulions et nous voulons être exemplaires. Alors que nous relevons les manques, nous faisons des préconisations aux autres, le corollaire, forcément, doit être d'être irréprochable en tant qu'institution, à peu près en tout domaine, mais notamment en matière d'égalité, de diversité, de lutte contre la discrimination. Et comme premier président, il me paraît primordial de nous appliquer les mêmes exigences et les mêmes objectifs que ceux qu'on contrôle dans les administrations. Et pour être honnête, j'éprouve une fierté de voir le collectif des juridictions financières s'engager ardemment à faire de ces exigences une réalité. Tout d'abord, sur l'égalité professionnelle, qui est au cœur de notre projet JF 2025, nous avons regardé les indicateurs chiffrés en matière d'équilibre de la représentation entre femmes et hommes dans les postes d'encadrement. Nous avons constaté que les juridictions financières avaient fait d'énormes progrès, mais que des défis restaient encore à réaliser en matière d'encadrement. Il reste toujours un retard à combler, mais l'engagement est pris, l'impulsion est lancée. Pour vous donner quelques chiffres, 51% des personnels des juridictions financières sont des femmes, mais quand on regarde la répartition selon les grades, c'est un peu différent. Dans les effectifs de catégorie A,
66% sont des femmes, alors qu'elles ne représentent que 33% des effectifs d'encadrement supérieur, soit la catégorie A+. C'est une évolution, mais le chemin reste encore à parcourir. En outre, avec la décision de primo-nommer au moins 40% de femmes au poste d'encadrement supérieur, j'ai souhaité poursuivre un objectif très volontariste de rééquilibrage depuis le début de mon mandat. Cet horizon de 40%, vous le connaissez, il est issu de la loi Sauvadet. Il se trouve, puisque nous ne sommes pas une administration, les juridictions financières n'y étaient pas soumises. Donc, c'est-à-dire, elles ne s'y soumettaient pas en vérité. Mais il me paraissait juste et transparent de nous inscrire dans un objectif public commun à l'ensemble des administrations publiques de l'État. Et cela étant dit, cet objectif a été dépassé par l'impulsion donnée avec 75% de primo-nomination féminine en 2020, 64% en 2021, et dans les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants, nous comptons 45% de femmes. Je suis là-dessus totalement impitoyable. Bon, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça repose sur une impulsion donnée du sens, il faut que ça se diffuse et que ça devienne général et durable. Je suis fier, je l'ai dit, de constater l'engagement de notre collectif à poursuivre cet objectif d'égalité professionnelle à tous les niveaux. Nous avons obtenu en avril 2023, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais ça l'est, parce que c'est une mobilisation collective, le label Égalité AFNOR, initiative que j'ai portée, que Mireille Faugère, référente égalité et diversité à la Cour des comptes, a fait aboutir avec Marianne Piquenard de main de maître, mais il a fallu accélérer les choses, car nous l'avons fait en peu de mois, en définitive. Au début, on pensait que c'était impossible, mais nous l'avons fait. Je tiens à rappeler ce matin que cette labellisation n'est pas juste une estampille, un tampon ou un satisfecit. C'est là aussi une exigence qui nous engage dans une démarche de suivi et d'amélioration continue, et nos résultats doivent continuer de suivre. Donc, il y aura des évaluations sans arrêt. C'est pas une fois pour toutes. Pour que notre collectif de travail soit toujours plus soudé et inclusif, la lutte contre les discriminations par une meilleure prise en compte de la diversité est plus qu'un point d'attention, c'est un des vecteurs de transformation. Dans cette optique, nous travaillons, après le label égalité, à l'obtention du label diversité, donc plus général, plus global, car je suis résolument convaincu que la diversité des profils est une force motrice et essentielle dans tout collectif. Ces évolutions, depuis le lancement de notre projet GIF 2025, n'ont d'ailleurs pas seulement un impact en matière d'égalité professionnelle, mais elles rendent compte d'une meilleure inclusion des personnels dans un collectif. Certes, nous avons avant tout travaillé sur l'égalité professionnelle. Notre démarche de labellisation a toujours eu un double objectif, égalité et diversité. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va être elle-même une double démarche de labellisation. Grâce à l'action de la référente égalité et diversité, nous avons mis en place un réseau de référentes et référents dans chaque chambre régionale et territoriale des comptes, dans chaque chambre de la Cour des comptes. Et désormais, les juridictions financières bénéficient de 45 personnes mobilisées pour faire vivre l'égalité et la diversité au cœur des juridictions financières, et je profite de cette occasion pour les remercier également. La diversité de leur profil, leur engagement de tous les jours pour notre collectif sont des atouts précieux pour mener à bien cette transformation à toutes les échelles dans chaque bureau des juridictions financières. Par ailleurs, la démarche qui aboutit à la charte des temps est elle aussi emblématique d'une inclusion de l'ensemble des personnels pour des règles de vie au travail qui soient communes. C'est le fruit d'une concertation qui a été un peu longue, je l'avoue, avec les organisations syndicales. Cette charte du temps a pour ambition d'améliorer la qualité de vie au travail. Elle renforce notamment l'attention que chacun doit porter à l'équilibre, à la bonne articulation entre le temps de vie personnel et le temps de travail. Elle participe ainsi de façon déterminante à la progression de l'égalité réelle au travail entre femmes et hommes, en s'appliquant à l'ensemble des personnes de juridiction financière, quel que soit leur statut, quel que soit leur grade, quelle que soit leur fonction. Un point fort également, nous avons renforcé notre communication interne sur ces enjeux. Nous avons mis en place des formations adaptées pour l'ensemble des personnels sur la politique de JF en matière d'égalité et de diversité. Quand je dis l'ensemble, c'est l'ensemble. Ça va jusqu'au président de chambre qui ont suivi cette formation. Et je peux témoigner, donc pour les avoir suivis aussi, de la très grande qualité des formations sur les luttes contre les violences sexuelles et sexistes et sur l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Par ailleurs, la formation à la diversité et à la lutte contre les discriminations et les stéréotypes a formé, sur la session 2022-2023, 63% des nouveaux managers arrivés fin 2021 et début 2022. Enfin, pour renforcer notre politique, cette fois-ci du handicap, la Cour a conventionné au 1er janvier 2022 pour 3 ans avec le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. J'adore les acronymes. Nous avons dès lors renforcé notre politique du handicap autour de 3 axes principaux. Nous sommes déterminés à faire de la Cour une administration plus inclusive en concentrant les efforts sur les recrutements directs de personnel en situation de handicap. Le développement de nos partenariats avec les acteurs du handicap constitue le deuxième axe de notre action. Enfin, une meilleure communication autour du handicap en interne comme à l'extérieur est la troisième priorité de notre politique handicap. Je le dis au passage, nous avons là des progrès sérieux à faire. Tout de même, nous sommes loin de la barre. Comme l'ensemble de l'administration, les objectifs sont ambitieux, mais ils sont là pour être atteints. L'année 2022 a été riche en initiatives. La DRH a amorcé une politique en faveur du handicap plus dynamique grâce au renforcement de la mission handicap avec une gestionnaire dédiée. Nous constatons au 31 décembre 2022 que 51 agents en fonction de la juridiction financière sont reconnus travailleurs handicapés. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés, pour ça que je disais que nous sommes encore loin de la balle, au 31 décembre 2022, c'est le chiffre que j'ai, s'élève à 2,83%. Il y a sans doute des handicaps qui ne sont pas révélés, mais tout de même, ce n'est pas les 6% que nous devrions atteindre. Enfin, ce bilan que je vous ai dressé synthétiquement, car vous n'êtes pas là pour m'entendre, je le sais, je fais cette introduction avant tout pour ceux qui suivront, j'aimerais rappeler que le travail, l'action en faveur de l'égalité, de la diversité, pour lutter contre toutes les formes de discrimination n'est pas achevé. Notre objectif de tenir en 2025 le label diversité va bien entendu rythmer les prochaines actions. L'AFNOR a constitué un cahier des charges unique pour réunir les deux labels égalité et diversité. Pour l'obtention de ce label unique, nous devrons donc d'abord poursuivre nos travaux et nos actions portées par le plan égalité et aussi élaborer et mettre en œuvre notre stratégie en matière de diversité. Il faudra poursuivre nos travaux, améliorer notamment l'accompagnement de la responsabilité managériale, de l'insertion dans l'emploi, des personnes en situation de handicap, de l'articulation des temps de vie. Tout ça, c'est au cœur de nos priorités stratégiques. Cette démarche de labellisation, je le redis, n'est pas une action ponctuelle, ça doit s'inscrire dans un temps long, car le label est avant tout un outil à disposition des juridictions financières pour améliorer les procédures et l'organisation interne. Et dans cette démarche, la prochaine étape est imminente, puisque le diagnostic diversité sera lancé ce lundi prochain, le 11 mars, ce qui nous permettra de faire un état des lieux de nos actions et de nos résultats, notamment avec l'envoi d'un questionnaire à tous les personnels des juridictions financières. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, plus éloquentes, plus profondes, sur ce 8 mars, journée des femmes. La cause de l'égalité femmes-hommes vient de loin. C'est un combat, je le dis, qui est toujours inachevé, même si, et j'en parle en homme de ma génération, donc déjà vu un peu de temps s'écouler, un peu d'expérience, ça a des avantages et des inconvénients, les progrès ont tout de même été considérables. Et dans tous les domaines, au cours de ces dernières décennies, franchement, le paysage, je ne parle pas que celui des juridictions financières, est tout différent de ce qu'il fut quand j'entrais ici. Je me souviens d'être arrivé à la Cour des comptes, cour où il y avait 2 conseillères maîtres, donc une dans ma chambre, 2. Aujourd'hui, nous sommes encore loin du compte, mais c'est quand même 33%, et c'est très différent, bien sûr. Le vote cette semaine, il y a la quasi-unanimité des parlementaires, en tout cas une immense majorité de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, scellée ce matin, tout près d'ici, par le président de la République, est une étape importante en soi, mais aussi parce qu'elle en dit long sur l'évolution des consciences et aussi sur l'évolution du débat politique. Si on se rappelle de l'adoption, c'est pas si lointain finalement, c'est 50 ans de la loi sur l'IVG, des passions, des drames, des divisions. Là, nous sommes heureusement dans un cadre plus consensuel et plus apaisé. Mais
Beaucoup de chemin reste encore à parcourir et nous devons le faire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les femmes et les hommes, sans jamais faiblir. Et vous pouvez compter sur moi, à ma place, pour m'y consacrer dans le cadre des fonctions qui sont les miennes, et au-delà d'ailleurs, car nous avons par exemple un rapport citoyen, d'initiative citoyenne sur les politiques d'égalité entre femmes et hommes. Je tiens à vous dire ma fierté, pour terminer, d'être à la tête de ce collectif, parce que justement, il s'engage à rendre tangible l'égalité et la diversité en son sein. Et merci à toutes celles et ceux qui font vivre ces priorités au sein des juridictions financières. Merci surtout à celles et ceux qui sont venus aujourd'hui pour cette table ronde. Je laisse maintenant la parole aux acteurs et d'abord à vous-même, Madame la défenseure des droits, chère Claire Hédon. Je ne pourrais pas malheureusement assister à votre intervention car nous sommes dans des journées un peu particulières ici, puisque je rends lundi rapport public annuel au président de la République. Il y a tout un tas de petites choses à finaliser dans les heures qui viennent. Mais je vous souhaite une excellente table ronde, une très belle journée des femmes. Merci, bonne journée. Je m'adresse quand même à Monsieur le Premier Président qui est en train de partir, cher Pierre Moscovici, mesdames et messieurs. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité pour cette journée du 8 mars parce que ça prouve bien que l'institution du défenseur des droits fait des constats qui peuvent vous intéresser, des recommandations et que nous sommes aussi une ressource avec des ressources que nous mettons à disposition sur notre site internet justement pour mieux lutter contre les discriminations. Et évidemment, je suis particulièrement heureuse de le faire ici car la Cour des comptes et son premier président, on vient de l'entendre, sont engagés dans une démarche qui est claire avec une volonté forte de faire que les juridictions financières puissent être en pointe sur ces questions qui ont quand même longtemps été laissées de côté, même si je partage le point de vue que nous avançons quand même dans ce domaine. Et ainsi, les juridictions financières, la Cour des comptes, par leur aura, leur exemplarité, feront rayonner la lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Et moi, je constate chaque jour vraiment la nécessité de ce combat, nécessité face à un phénomène d'ampleur aux effets délétères. Et je peux vous l'affirmer que nous sommes un recours pour des milliers de personnes, pardon, quand même pas des millions encore, de personnes chaque année. Nous réalisons des études pour comprendre, mesurer les discriminations et nous mettons à disposition tous nos travaux et nos conclusions. Et j'aimerais rajouter par rapport à ce que justement vient de dire le Premier Président, je pense que oui, c'est rentable en fait de lutter contre les discriminations. Il n'y a pas de doute là-dessus et sur l'ensemble des discriminations. Permettez-moi juste de rappeler en 2 mots ce qu'est l'institution, parce que j'ai quand même conscience qu'on est encore mal connu dans ce que nous faisons. La loi organique, elle a été très claire sur le fait que nous avons 2 missions, c'est traiter les réclamations dans nos 5 domaines de compétences et promouvoir les droits et les libertés. Et nos 5 domaines de compétences, c'est la lutte contre les discriminations, bien sûr, la protection des droits des enfants. Nous sommes l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. En 2016, nous a été rajoutée une compétence sur la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte, renforcée par la loi de 2022. Et puis, nous sommes aussi là pour défendre les droits des usagers de services publics, qui est la 5e de nos compétences, en fait, celle qui nous occupe le plus, puisque c'est plus de 80% de nos réclamations. Et promouvoir les droits et les libertés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le législateur, dès le début, a pensé qu'on n'était pas simplement là pour résoudre les difficultés au quotidien, mais bien pour dire au pouvoir public, au Parlement, qu'est-ce qu'il fallait faire pour mieux, justement, respecter les droits des personnes. Nous n'avons pas de pouvoir de sanction, nous avons de forts pouvoirs d'enquête, nous agissons majoritairement en médiation, mais nous rendons aussi des décisions grâce à nos pouvoirs d'enquête, des observations devant les tribunaux. Une particularité aussi, 250 agents majoritairement des juristes et 600 délégués territoriaux qui sont des bénévoles. C'est donc une construction un peu particulière de l'institution et ces bénévoles, en fait, ils traitent 80% des réclamations et particulièrement sur les problèmes d'usagers de services publics. Ils sont la porte d'entrée de l'institution. Ce qui me frappe, c'est une activité croissante. Je suis arrivée, moi, en 2020, 100 000 réclamations. On en est à 138 000 là en 2023. Il y a 4 points que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. D'abord, la nécessité de la prise de conscience de l'ampleur des discriminations. Deuxièmement, clairement, c'est l'emploi qui est particulièrement concerné, même s'il y a aussi des problèmes dans l'accès aux biens et services.
Troisièmement, l'emploi public n'est pas épargné, soyons clairs. Et puis après, de vous dire le rôle des organisations. La nécessaire prise de conscience, donc le premier point, de l'ampleur de ces discriminations. Vous avez certainement entendu parler de l'enquête Théo, dite Trajectoire et Origine, qui a été réalisée par l'INED, l'INSEE, avec le soutien de l'institution, et qui montre l'ampleur des discriminations, puisque 19% des 18-49 ans ont déclaré souvent ou parfois avoir été victimes de discrimination au cours des 5 dernières années. C'était 14% en 2008, donc c'est à la fois une augmentation et certainement aussi une meilleure prise de conscience. Et cette enquête, elle permet de dire que les discriminations sont vraiment très présentes dans notre société et qu'elles ne régressent pas. Et sans ce type d'études, une bonne part des discriminations serait invisible. Parce que sur les 138 000 réclamations dont je vous ai parlé, entre guillemets, on en a seulement 6 703 précisément saisines sur des questions de discrimination. Évidemment, c'est trop peu, et on cherche à comprendre le pourquoi. La crainte des représailles, et j'y reviendrai, je pense qu'on y reviendra aussi dans la table ronde, et puis un peu le doute aussi sur l'utilité, l'efficacité de faire un recours, que ce soit devant les tribunaux ou devant l'institution du défenseur des droits. Et donc nous devons vraiment toujours rappeler que l'égalité est un principe fondamental et la discrimination une infraction. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que le domaine de l'emploi est particulièrement concerné, de l'emploi public comme privé, comme en atteste le baromètre que nous faisons tous les ans avec l'Organisation internationale du travail. Je vous partage quelques constats que montre ce baromètre tous les ans. 25% des personnes actives en France déclarent avoir déjà été victimes de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans l'emploi. J'insiste, c'est un quart des personnes actives. Les conséquences sont lourdes sur les personnes. C'est ce que montre notre baromètre à chaque fois. La majorité des victimes de discrimination ont été confrontées à des répercussions négatives sur leur vie professionnelle, bien sûr, mais aussi sur leur vie familiale, et souvent victimes de rétorsions de la part de la hiérarchie. Mais il y a aussi des répercussions avant l'entrée dans l'emploi, parce que 22% des personnes actives en France n'ont pas soumis leur candidature à une offre d'emploi qui était pourtant en adéquation avec leurs compétences au cours des 5 dernières années. Donc, il y a vraiment une limitation de la part des personnes face à ces discriminations. En fait, elles anticipent une discrimination. Honnêtement, particulièrement les femmes, elles sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir répondu à une offre d'emploi qui correspondait pourtant à leurs compétences. Donc, ces chiffres témoignent de l'omniprésence de ces discriminations. Le travail est un des lieux d'expression des discriminations et donc, évidemment, un lieu privilégié pour lutter contre les discriminations. Évidemment, cette journée du 8 mars, j'ai envie d'insister sur la surexposition des femmes. Je vous donne quelques chiffres. Parmi les femmes actives de 18 à 44 ans, entre 18 et 44 ans, près d'1 sur 2 déclarent avoir fait l'expérience de discrimination. Selon une femme sur 3, les discriminations liées à une grossesse ou à un congé maternité se produisent souvent ou très souvent. Près d'une femme sur 3 aurait déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail. 74% des femmes non cadres considèrent être régulièrement confrontées à des attitudes sexistes. Donc, pour beaucoup de femmes, les discriminations sont une expérience quotidienne qui s'inscrit dans un ensemble d'attitudes hostiles. Et pour les femmes en situation de handicap ou perçues comme d'origine extra-européenne, ces expériences sont même très largement partagées, plus que 35% déclarent y avoir été confrontés. Et je le disais, le taux de recours est faible face à ces discriminations, mais pour les victimes, les effets sont souvent les mêmes. Les discriminations entravent leurs droits dans l'emploi et au-delà. Elles entravent l'accès au logement, on l'imagine bien, où les personnes sont confrontées à des temps de recherche plus longs, à des refus plus fréquents. Dans le cadre professionnel, quand elles y accèdent, elles sont davantage exposées à des situations de harcèlement, à des carrières heurtées, à des conditions de travail précaires. Dans l'accès aux soins, elles font face à des refus de traitement. Dans l'accès à l'éducation, dans l'orientation scolaire, dans l'accès à la formation aux loisirs, les exemples ne manquent pas, ils sont illustrés par les saisines que nous recevons. Et les discriminations ont un effet psychologique fort, elles sont particulièrement difficiles à vivre pour les personnes, car elles nous touchent rarement pour ce que l'on fait, mais en réalité pour ce que l'on est d'ailleurs et parfois ce que l'on est supposé être.
C'est une violence particulière qui heurte l'identité de la personne et elle nous concerne tous. Le combat pour l'égalité est donc nécessaire et dans ce contexte, votre rôle, celui des référents égalité, de magistrats, de fonctionnaires à la tête d'organisations, de membres d'associations est absolument central et nous l'observons concrètement avec la table ronde qui va suivre. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que l'emploi public n'est pas épargné. Et je m'attarde quelques instants sur la fonction publique qui n'échappe pas à la reproduction des stéréotypes, aux divers biais et mécanismes qui favorisent les discriminations. Les concours, les statuts ne protègent pas totalement des discriminations et parfois d'ailleurs rendent plus complexe leur élimination et même la façon dont on arrive à les démontrer. Mais je suis convaincue de l'importance de l'exemplarité que doit avoir la fonction publique dans le domaine à l'égard des usagers, mais aussi en tant qu'employeur. Et le défenseur des droits y contribue. En 2013, nous avons signé avec le ministre chargé de la fonction publique une charte pour l'égalité et la lutte contre les discriminations qui a fait l'objet d'un premier bilan en 2015 devant le Conseil commun de la fonction publique. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a pris acte de cette expérience. Désormais, le gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans l'action publique. Le défenseur des droits a à chaque fois apporté ses analyses aux éditions de 2018 et 2021 de ce rapport pour éclairer les employeurs et décideurs publics et nous allons bientôt rendre publique notre contribution au rapport biennal de 2023. Cette contribution s'appuie sur les études, les enquêtes réalisées par l'institution ou avec son soutien, aussi à partir des réclamations que nous recevons de la part d'agents de la fonction publique, ainsi que des recommandations, des auditions et des avis au Parlement que nous pouvons remettre. Vous y trouverez donc un état des lieux des discriminations dans la fonction publique et nos recommandations adressées à la fois aux employeurs et au pouvoir public. Les avancées, le Premier président l'a dit, sont indéniables. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, le handicap figurent parmi les lignes directrices de gestion des ressources humaines et les négociations obligatoires dans le dialogue social. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose des dispositifs de signalement, des plans d'action au-delà de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les plans nationaux pilotés par la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et la DILCRA incluent désormais la lutte contre les discriminations, ce qui est pour nous un point important. Sur le recrutement, les enquêtes par testing sont pérennisées, une base concours a vu le jour et le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'État prévoit désormais la généralisation, le Premier président l'a dit tout à l'heure, des formations sur la lutte contre les discriminations. Mais ce travail doit être poursuivi et se traduire dans les faits au regard des obligations légales et des engagements affichés. Et nous savons que les inégalités et discriminations ne diminuent pas suffisamment. Les conséquences négatives sur les agents à titre individuel et au-delà sur l'attractivité de la fonction publique sont bien connues et parmi les acteurs de la lutte contre les discriminations, les organisations ont un rôle absolument central à jouer. Et je voudrais justement en venir à ce rôle, pour terminer, central des organisations. Je trouve qu'il faut bien comprendre que les discriminations, elles ne sont pas uniquement le produit d'actes individuels. Elles résultent également d'un ensemble de facteurs, de politiques, de structures, d'habitudes, de cultures collectives qui créent ou perpétuent les désavantages subis par certains groupes sociaux dans leur parcours de vie. Et si les discriminations se produisent parfois de manière involontaire, sans intention particulière de désavantager ou d'écarter ces personnes, leur effet, hélas, reste bien concret pour les personnes qui sont concernées. Les organisations publiques et privées doivent donc agir et pour lutter efficacement contre les discriminations et transformer leurs pratiques, il est essentiel qu'elles mettent en place une stratégie de lutte contre les discriminations qui les engage au plus haut niveau et aussi sur le long terme. Et cette stratégie, elle implique la mise en place de plans d'action négociés activement avec les organisations syndicales. Ces plans doivent permettre de penser la discrimination à l'échelle collective, d'interroger aussi les mécanismes qui rendent possibles ces discriminations et donc évidemment de modifier les pratiques. Et c'est-à-dire évidemment les modalités d'organisation de travail, mais également les procédures d'accès aux droits, aux biens et aux services des clients et usagers. Au-delà
J'appelle les employeurs et plus largement l'ensemble des organisations à s'engager pleinement dans des politiques de prévention des discriminations. La politique de formation et de sensibilisation permet de faire évoluer les mentalités, de remettre aussi en question les pratiques de chacun. Elle permet également de favoriser les signalements et d'y répondre avec réactivité. Évidemment, ce qu'on n'observe pas toujours, nous, dans nos réclamations. Et dans cette logique, l'institution, elle met à disposition des organisations, des salariés, des employeurs, des ressources. C'est ce que je vous ai évoqué au début de cette intervention. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont disponibles sur notre site Internet et qui peuvent vous être utiles. Je pense au guide Agir pour l'égalité dans l'emploi, le guide pour un recrutement sans discrimination, des fiches pratiques Agir contre les discriminations et le harcèlement dans la fonction publique territoriale, le guide sur les discriminations en raison de l'état de grossesse dans le secteur privé, le guide emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable, cette question d'aménagement raisonnable est souvent en fait mal comprise, ou encore le guide sur les LGBT-phobies dans l'emploi. Le 8 février dernier, nous avons publié un document unique qui compile justement nos recommandations en matière de lutte contre les discriminations. Il est disponible sur notre site Internet. N'hésitez pas à vous saisir de ces ressources. Et une de nos recommandations, qui est d'ailleurs sans doute un préalable à la lutte contre les discriminations, c'est de s'assurer de la connaissance des phénomènes à l'œuvre au sein des organisations. Et pour ça, nous recommandons la mise en place d'une obligation légale d'audit et de suivi, en commençant par certaines entreprises phares du secteur public, choisies au regard de leur devoir d'exemplarité. Je redis, le secteur public a un vrai devoir d'exemplarité dans ce domaine. Il s'agirait d'entreprises ayant un nombre important de salariés ou d'agents, et ces audits pourraient faire l'objet d'une obligation de rapport et de suivi, d'ailleurs, auprès de l'institution du défenseur des droits. Sachez quand même que de telles procédures ont structuré la politique d'accès à l'égalité du secteur public au Québec, notamment, et je trouve qu'on peut s'en inspirer. Et à cet égard, d'ailleurs, la démarche de la Cour des comptes qui s'engage dans un diagnostic interne complet au regard de tous les critères de discrimination doit être saluée. Et même si on est sur la journée internationale des droits des femmes, je pense que c'est important aussi de réfléchir à ces discriminations dans l'ensemble des critères. Pour conclure, vraiment, et vous comprenez bien dans ce que j'ai dit, la lutte contre les discriminations, elle ne peut pas se réduire à la dénonciation des discriminations et au renforcement simplement des droits des personnes qui en sont victimes. L'action contentieuse, honnêtement, quand elle aboutit, elle ne permet bien souvent que la réparation du préjudice individuel de la victime, sans sanction réellement dissuasive et sans action correctrice aussi des discriminations structurelles qui ont pu être identifiées. Nous ne pouvons pas faire peser seulement sur les personnes qui sont discriminées le poids de la lutte contre les discriminations. Et cette lutte contre les discriminations, elle doit au contraire engager l'ensemble des corps sociaux dans une démarche visant à interroger puis transformer les comportements et pratiques afin de promouvoir durablement l'égalité. Et ma conviction, c'est bien que la lutte contre les discriminations est une voie absolument déterminante pour faire société et en conséquence, de façon très concrète, renforcer notre démocratie. Je vous remercie, je laisse place à la table ronde. Défenseur des droits, je vous invite à nous rejoindre, ainsi que nos invités. Madame Anne Blondy-Touré, la secrétaire générale du ministère économique et financier. Pardon, Madame Marianne Bernard. Je vous en prie. Et Monsieur Damien Zan. Et Madame Marianne Bernard, pardon, et Monsieur Zaversnik en tant que cofondateur de la Cordée. Je vous remercie, Madame la Défenseure des droits, de nous faire l'honneur de cette présence à la table ronde que nous organisons, auquel vous êtes nombreux et nombreuses à nous rejoindre en visio également, je tiens à le souligner. La Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France retransmet également cette table ronde auprès de ses personnels. La Chambre régionale des comptes
Pays de la Loire et Centre-Val de Loire également. Nous vous remercions toutes et tous. N'hésitez pas en ligne si vous souhaitez à intervenir. Nous avons Justine Renaud comme modératrice à cette occasion. Je me permets d'abord de présenter rapidement nos invités pour que nous puissions apprécier effectivement la qualité des échanges que nous allons avoir. Donc, Madame Anne Blondy-Touré, vous êtes secrétaire générale actuellement des ministères économiques et financiers. Vous êtes également haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité des ministères. Vous avez également participé à plusieurs postes au sein des politiques publiques économiques, notamment à Bruxelles, en tant que représentante de la France auprès de l'Union européenne. Je vous remercie. Des services financiers, pardon. Je vous prie de m'excuser. Mais effectivement, une fonction importante. Et puis, vous avez effectivement aujourd'hui rejoint les ministères économiques et financiers. C'est à cette occasion que nous avons invité pour nous faire part pour que vous nous fassiez part, de votre expérience. Madame Marie-Anne Bernard, je vous remercie également d'être auprès de nous aujourd'hui. Donc, vous êtes directrice responsabilité sociale et environnementale à France Télévisions. Vous avez d'abord exercé des responsabilités dans l'édition. Vous avez été, il y a très longtemps, en tant que directrice générale de Julliard. Mais vous avez rejoint l'audiovisuel public depuis 1995 en tant que directrice adjointe des programmes de France 5. Et avec Madame Camby, effectivement, notre présidente de la première chambre. Vous avez été également déléguée générale de la Fondation de France Télévisions. Vous avez également rejoint le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que personnalité qualifiée pour participer à leurs travaux. Enfin, Monsieur Damien Zaversnik, je remercie également d'être parmi nous en tant que conseiller référendaire en service extraordinaire à la deuxième chambre de la Cour des comptes, mais plus particulièrement aujourd'hui, en tant que cofondateur de l'Accordé, qui est une association fondée avec d'anciens élèves de la classe préparatoire égalité des chances de l'ENA et qui promeut justement la diversité sociale dans le secteur public. Vous avez occupé de nombreux postes dans l'administration territoriale, notamment en Seine-Saint-Denis, et vous aviez déjà été à l'initiative d'une association IEP pour tous en 2008. Nous vous remercions de votre présence. Alors la première question à laquelle nous souhaitions aujourd'hui consacrer la table ronde, c'est évidemment la question de l'exemplarité. Madame la défenseure des droits, vous l'avez rappelé dans votre discours, Monsieur le Premier Président également. Et c'est un des premiers points sur lesquels les travaux qu'on peut mettre en œuvre au sein de nos organisations de travail sont vraiment importants, dans la mesure où, pour lutter contre les discriminations et inclure cette meilleure diversité des profils, nous avons besoin d'une politique forte, de partenaires comme les associations. Vous l'avez rappelé également, Madame la défenseure des droits. Ainsi, je m'adresse d'abord à vous, Madame la secrétaire générale, en tant que représentante effectivement d'une administration extrêmement importante dans notre pays et en ayant un engagement de longue date concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais aussi pour la diversité, avec une labellisation qui a démarré déjà en 2010. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci déjà de m'avoir invité à participer à ce débat qui est extrêmement structurant pour les actions que nous menons au sein du secrétariat général et je vous reconnais totalement dans ce que vous dites, des objectifs et aussi des difficultés. Donc sur l'engagement du ministère des Finances, oui, c'est un engagement ancien. Nous sommes labellisés AFNOR pour la diversité depuis 2010 et pour l'égalité depuis 2018 avec un renouvellement des labels qui nous sera remis aujourd'hui. Et donc, l'exigence d'exemplarité, elle s'impose à l'employeur public. Tout a été dit. Je crois qu'on a une nécessité en tant qu'employeur de créer un cadre qui soit un cadre d'épanouissement professionnel de nos agents. Ce constat et honnêtement, cet engagement total en faveur de l'exemplarité se double aussi d'une conscience qui est peut-être plus récente, mais très aiguë, de la nécessité pour la réalisation de nos missions, de ne se priver des talents de personne. Et en plus de l'exemplarité, se noue une question d'ouverture qui est de se dire que quand on est au sein du ministère des Finances, quand on a à concevoir des réponses de politique publique, quand on a à mettre en œuvre une politique publique, on ne peut pas se priver des talents, soit de 50% de la population en termes d'égalité professionnelle femmes-hommes, soit de tous les critères de diversité qui font que les réponses que nous allons élaborer seront celles dont la société a besoin.
Et donc, c'est fort de ce constat qu'on a déployé des actions qui sont longues et que je structurerai assez rapidement en 4 axes. Un premier axe qui est, quelque part, le tolérance zéro dans la lutte contre les discriminations. Le signalement, le traitement de toutes les formes de discrimination. Mais comme vous l'avez dit très justement, c'est quelque part le socle, la première pierre, mais ça ne suffit pas. Le deuxième élément est d'ajouter un mécanisme de prévention et de sensibilisation de manière à ce que la question des discriminations ne soit pas que le sujet des personnes discriminées, de manière à ce que le sujet du droit des femmes ne soit pas que le sujet des femmes. Et ça, c'est vraiment un axe qui est important, qui est désormais enrichi d'une véritable volonté de promotion et d'ouverture à la diversité. En matière d'égalité professionnelle, nous avons, et toute la fonction publique les a, des objectifs très clairs en termes de nomination équilibrée. Ça demande des mesures qui nous ont permis au ministère des Finances d'atteindre depuis 3 ans le taux de 40%, donc on est à 41% en termes de promotion de femmes sur les premiers postes d'encadrement. On était à 26% en 2016, donc la marche est quand même importante. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait en encourageant, en accompagnant les femmes, ça se fait aussi par des mesures parfois assez, que certains jugent sévères. Nous, s'il n'y a pas une femme dans les comités de sélection, le comité de sélection ne se tient pas, créant une vacance de poste qui est souvent assez motivante en réalité. Et on arrive à susciter des candidatures et susciter des nominations. Aujourd'hui, la moitié des des directions d'administration centrale à Bercy sont dirigées par des femmes. Et en matière de diversité au sens large, on souhaite s'ouvrir à des publics plus divers, pour éviter des mécanismes de reproduction dont on aura sans doute l'occasion de parler. Et c'est sur ce fondement-là que s'est engagée la démarche de labellisation pour pouvoir confronter notre engagement, notre envie, notre ambition à la réalité de nos process, avoir un regard externe, avoir un audit, s'inscrire dans une démarche structurante de progrès, avoir l'occasion de manière très régulière d'être audité par l'AFNOR pour s'assurer que les ambitions que nous avons se retrouvent incarnées dans des modifications de nos process. Donc voilà un peu la manière dont nous voyons les choses à Bercy. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Madame la Défenseure des droits, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire au fil de l'eau. Je vous laisse la parole. Madame Marianne Bernard, nous vous remercions d'être là. Effectivement, vous avez, dans nos échanges préalables, mis en avant quelque chose de fondamental, à savoir que quand on entend responsabilité sociale, c'est une responsabilité sociale non seulement pour l'extérieur en tant que média, mais aussi pour votre politique interne auprès de vos personnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, ce qui fait la spécificité d'une entreprise comme la mienne, c'est-à-dire une entreprise de médias, et de surcroît de médias publics, c'est d'avoir en la matière une double responsabilité. On a une responsabilité d'entreprise, évidemment, et je pourrais reprendre ce que vous avez dit, puisque nous sommes en interne des démarches similaires. Mais nous avons aussi, et je dirais presque surtout, ce qu'on appelle chez nous une responsabilité de médias. Notre métier, c'est de remplir des écrans, avec des images, avec des récits, et quel que soit le type de programme que nous mettons sur une antenne, que ce soit de l'information, que ce soit du divertissement, des programmes pour les enfants, du documentaire et a fortiori de la fiction, nous racontons quelque chose et donc nous créons de la représentation. Et mettre en place une démarche RSE dans un groupe audiovisuel, ça veut dire d'abord et avant tout s'intéresser sur la manière dont nous représentons et ce que nous donnons à voir. Et c'est effectivement une responsabilité majeure, et je dirais qu'elle l'est de plus en plus, puisque nous savons tous maintenant que les images et les récits ont un impact considérable sur l'ensemble des citoyens. Cette démarche, on l'a initiée il y a 10 ans, cette démarche commune, puisque j'ai mis sur pied la direction RSE à la fin de 2011, à la demande du président de France Télévisions de l'époque, qui était Rémi Filnin.
Et effectivement, la première chose que je me suis dite, c'est qu'une direction RSE à France Télévisions, ça devait d'abord être une direction de coordination, de mise en cohérence. On avait déjà des actions, on avait une mission handicap au niveau RH, on avait un comité diversité présidé par Hervé Bourges pendant plusieurs années pour les contenus de programme, mais tout ça n'était pas pensé, n'était pas structuré, n'était pas cohérent. Donc le premier travail, ça a été ça, de coordonner et de mettre de la cohérence, parce qu'il y a une chose qui nous paraît évidente, c'est que nous ne pouvons pas à France Télévisions prétendre être une entreprise responsable si nous ne sommes pas un média responsable, et nous ne pouvons pas prétendre être un média responsable si nous ne sommes pas une entreprise responsable. Voilà. Alors, coordonner, ça veut dire aussi poser des priorités, et ça veut dire mettre un petit peu de méthodologie. Alors, juste pour information, lorsqu'on parle de diversité, à France Télévisions, on parle de 5 piliers. On parle évidemment de l'égalité femmes-hommes, on parle du handicap, de la diversité sociale et ethnoculturelle, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, et de la diversité générationnelle. Ce sont les 5 piliers sur lesquels nous avançons. Et que ce soit en interne ou pour nos contenus, on essaye de travailler sur 3 axes. Le premier, c'est de se demander, où sont les personnes. Vous prenez les femmes, la première question, ça a été de se demander où sont les femmes, où elles sont dans l'entreprise, où elles sont sur nos antennes. C'est vrai pour les personnes en situation de handicap, c'est vrai pour les personnes issues de la diversité sociale ou ethnoculturelle. La deuxième chose, c'est de se demander les dispositifs que nous mettons en place pour lutter contre les discriminations en interne, et je pourrais reprendre un certain nombre de vos propos, mais aussi comment nous mobilisons l'ensemble de nos antennes pour donner la parole à ceux qui luttent contre les discriminations, comme aux personnes discriminées, et à être le porte-voix de ces combats. Et puis le troisième axe, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à faire, le Premier président a évoqué le terme, c'est de travailler réellement sur la représentation, c'est-à-dire les stéréotypes. Puisque nous fabriquons des représentations, il faut s'interroger sur la manière dont nous représentons. Et effectivement, le premier sujet pour cela, ça a été le travail que nous avons fait sur les femmes. On est parti d'un certain nombre d'indicateurs très simples, hein, et on a analysé 2 types de programmes essentiellement qui nous paraissent d'ailleurs tout à fait fondamentaux, les programmes pour enfants et la fiction. Juste, puis je ne vais pas être trop longue, mais... Je vous en prie. Je prenais toujours, ça fait 10 ans exactement qu'on a commencé à travailler avec l'ensemble des partenaires sur ces questions, et je prenais toujours à l'époque un exemple que j'aime bien, qui est l'exemple de Petit Ours Brun. Je suppose que tout le monde connaît Petit Ours Brun, ça fait des générations qu'il est là. Il était en livre, on en a fait une série d'animations, et je vous assure, à chaque fois, c'est un carton, Petit Ours Brun, parce qu'il est très mignon, il fait plein de bêtises. Quand on a regardé ce qu'on mettait sur nos antennes pour les petits en 2013, on avait Petit Ours Brun qui avait une maman qui avait un tablier, qui avait une cuillère en bois, et on avait un papa, et c'est vrai, hein, il y a 10 ans, c'est vrai, et papa qui lisait son journal en fumant sa pipe dans un fauteuil. C'est-à-dire que c'était quand même un des best-sellers de la littérature et de l'animation pour enfants, et ça donnait cette image-là des répartitions des rôles à l'intérieur d'une famille. Aujourd'hui, Petit Ours Brun, il est toujours sur les antennes, sauf que d'abord, il a une cousine qui fait autant de bêtises que lui, et maman rentre du travail et papa fait la vaisselle. Voilà. Ça a l'air totalement anecdotique, ça ne l'est pas. C'est une responsabilité majeure que nous avons, et je vous parle de cet exemple pour l'égalité femmes-hommes, mais c'est la même chose pour le handicap. On pourra prendre quelques exemples tout à l'heure, mais c'est ça une des responsabilités majeures que nous avons. Alors, comme vous, depuis exactement le même calendrier, nous nous soumettons à la double labellisation, label diversité, label égalité, avec cette différence près qu'étant donné notre double responsabilité, on a ouvert un champ avec l'AFNOR que nous appelons le champ hors RH.
C'est-à-dire que l'auditrice, puisque c'est une femme désormais qui nous audite non seulement évidemment, comme pour vous tous, l'ensemble des RH, mais également les contenus de programme. Donc, on fait auditer la direction des programmes, la direction de l'information, la direction des sports, la communication externe, etc., et les partenariats. Et ce qui est à souligner, c'est que depuis donc plus de 10 ans, le ratio entre audit RH et audit hors RH bouge. Et au début, le hors RH, c'était un peu le ruban sur le paquet. Et maintenant, on est à peu près à 40% d'importance des indicateurs externes. Voilà, je pourrais Merci. très longtemps, pardon. Mais nous poursuivrons bien sûr avec des exemples plus concrets. Monsieur Damien Zaversnik, en tant que fondateur et cofondateur de la Cordée, vous accordez une importance primordiale à la question des facteurs systémiques qui emportent aussi, la défenseur des droits, Madame la défenseur des droits nous l'a rappelé, une problématique aussi d'accès à la fonction publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux et un peu plus en détail votre mission? Merci. Oui, merci pour l'invitation. Et puis, je vais essayer modestement de représenter les acteurs de terrain et du monde associatif qui sont souvent centraux dans ces questions de lutte contre les discriminations, en étant à la fois dedans et dehors, puisque notre association a la particularité de réunir des bénévoles qui sont tous des agents publics des 3 fonctions publiques pour accompagner la nouvelle génération d'agents publics qui sont des étudiants boursiers, des préparationnaires de concours et de demandeurs d'emploi, à peu près 650 par an depuis quelques années maintenant. Moi, je pense qu'en cette journée internationale des droits des femmes, je pense qu'il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé actuellement, mais en début de semaine, avec l'entrée dans la Constitution de l'IVG, pour ce que ça nous enseigne aussi sur le sujet de la lutte contre les discriminations. D'abord, ce type de conquête sociale, c'est du temps long, mais ça a été possible. On est en train de gagner des batailles sur l'égalité, c'est loin d'être acquis, mais donc on peut aussi en gagner sur la diversité, et c'est encore plus loin d'être acquis. Mais ça nous enseigne aussi, et il faut se souvenir de pourquoi c'est entré dans la Constitution, c'est que nous ne sommes pas à l'abri d'un retour en arrière. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où il y a aujourd'hui des hommes extrêmement puissants, tels le patron de Twitter, X, qui en fait pilonnent toutes les politiques, alors c'est les États-Unis, c'est un contexte très différent de la France, de promotion des femmes, de promotion de la diversité, soyons conscients que les progrès qui ont été faits ces dernières années ne sont pas des acquis et qu'il faut continuer le combat, qu'il faut se battre et que la responsabilité des employeurs, on va en parler, et puis ça a déjà été très bien dit, est centrale pour que ce sujet ne soit pas simplement, j'allais dire, le point numéro 10 de la politique RH, mais que ce soit quelque chose qui fasse sens pour la société, en particulier pour les employeurs publics. Moi, je voudrais simplement dire que quand on parle de lutte contre les discriminations et quand on donne des chiffres, et c'est extrêmement important d'avoir des indicateurs, ce n'est pas à la Cour des comptes qu'on va dire l'inverse, il faut quand même se dire de quoi on parle. On parle d'injustice, pour le dire comme ça. On parle de rêves qui sont brisés. On parle parfois de vies qui sont brisées. Et ce n'est pas simplement, finalement, j'ai subi une discrimination et je passe à autre chose. C'est que ça touche à l'intime. Ça touche à la manière dont une personne perçoit sa place dans la société et perçoit, et c'est là que je veux en venir, il y a derrière moi un article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. On pourrait reprendre l'article 6 qui pose le principe d'égalité de dignité, d'égal accès aux emplois publics, quels que soient en fait, simplement les vertus et les talents. Et nous regrettons en tant qu'acteurs associatifs que finalement cette égalité d'accès, cette égalité finalement d'emploi dans le service public soit parfois un peu oubliée en dépit du système de concours qui normalement est censé le protéger. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut prendre quand même la conscience des choses. La population ouvrière et employée, c'est à peu près 50% de la population active. Il n'y a plus que 30% d'ouvriers à l'université, alors que les enfants de cadres et d'ouvriers sont à peu près dans la même proportion au collège. Donc on est quand même dans un dispositif d'éducation, d'accès à l'enseignement supérieur qui s'écrème au fur et à mesure avec des effets en chaîne. On est dans un système où, ça a été souvent dit, l'accès à la haute fonction publique est encore particulièrement discriminé. Il y a une étude encore récente qui disait qu'on a 330 fois plus de chances d'accéder à l'ENA si on a un père qui est lui-même énarque que si on est tout simplement un citoyen lambda, si je peux le dire. On est aussi dans une situation où Madame la défenseur des droits, et moi je salue ce travail-là, le rappeler, la fonction publique discrimine. Les travaux du professeur Lorty montrent que quand on a un prénom d'origine maghrébine supposé, on a 20 points de chance en moins d'accéder à un poste de cadre dans la fonction publique. Ce sont des chiffres justement du rapport annuel sur la fonction publique 2023. Et donc, on est dans un système qui
alors que le service public a ce devoir d'exemplarité, ce principe d'égalité, se retrouve dans une situation où, en réalité, il ne produit pas forcément l'effet d'entraînement et le signal qu'il doit envoyer. Et donc, pour terminer ce premier propos, moi, je pense qu'il faut avoir conscience de l'importance sociétale des enjeux de lutte contre les discriminations et de ce qu'on appelle la diversité, puisque c'est que comme ça qu'on arrivera à développer des politiques qui soient des politiques qui nous permettent non seulement de bouger les indicateurs, mais aussi de rappeler peut-être le sens, en l'occurrence le sens du service public pour une grande partie de la société qui ne le voit plus. Merci beaucoup pour ces paroles très importantes. Nous avons effectivement cette ambition, cette politique, ce portage politique qui est très important et qui est fondamental pour avancer. Mais finalement, comment passe-t-on de la sensibilisation et de la parole à la concrétisation? Ça, c'est vraiment le deuxième point sur lequel nous voulions revenir avec nos invités aujourd'hui. Madame la défenseure des droits, je vous laisse intervenir oui, ça, après, après ces trois premières paroles. Réagir sur cette première partie en disant, oui, c'est bon, en disant d'abord que l'institution, elle voit forcément ce qui ne va pas dans nos réclamations. C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas eu discrimination, où ça s'est bien passé, où il y a eu discrimination, mais l'entreprise ou l'organisation a bien pris en charge, finalement, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Donc moi, je vais vous parler plutôt effectivement, dans ces cas-là, de ce qui ne va pas. Je suis frappée, en fait, vous l'avez un peu dit là, on avance quand même sur la question égalité femmes-hommes, sur la question diversité, franchement, on n'avance pas. On est dans une société qui a énormément de mal à reconnaître cette discrimination origine, probablement parce qu'on est très attaché à être dans une société universaliste. Je le suis aussi, mais la réalité, c'est qu'on n'y est pas encore. En fait, ce qui est écrit sur les frontons de nos mairies avec égalité, c'est un objectif. Ce n'est pas la réalité et il faut le reconnaître. Et je trouve très intéressant une rencontre comme celle-là. Et moi, je suis toujours attentive à ce qu'on ne soit pas trop dans l'autosatisfaction de ce qui avance, puisque moi, je vois ce qui n'avance pas. Je vais vous donner juste un chiffre dans les enquêtes qu'on a menées. Entre autres auprès des jeunes, les jeunes femmes perçues comme non blanches et ayant des revenus inférieurs à 1 300 € net par mois déclarent 2 fois plus de discrimination que les autres jeunes. C'est toujours intéressant de comprendre ce qui s'accumule entre femmes, la question de l'origine et la question des revenus. Et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, mais je vois bien ici qu'on a pu parler de systémique. Donc, je pense qu'on peut aussi, dans cet environnement, parler de cette question d'intersectionnalité et de cumul. Et juste, moi, j'aurais juste une question à vous poser pour la question, par exemple, de France Télévisions. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une double responsabilité en tant qu'employeur et en tant que... Et j'ai l'impression que sur la question égalité femmes-hommes, on avance. Honnêtement, sur la question diversité à l'antenne, si je ne me trompe pas, ce n'est pas encore un domaine où on avance suffisamment. Je ne vous dirais pas le contraire, Madame la défenseure. On a beaucoup avancé, c'est vrai. Peut-être aussi parce qu'à partir de 2015, on a eu une présidente qui est une femme, donc ça aide beaucoup aussi. On a beaucoup avancé sur l'égalité femmes-hommes. On a moins avancé sur les autres plans de la diversité, c'est incontestable. On a essayé de faire bouger les choses de manière très volontariste sur la question du handicap. Et ça, vraiment, ça commence à bouger. Et pas uniquement parce qu'on a de bons chiffres sur, je crois qu'on est à 7, enfin bon, c'est même pas tellement la question. Moi, je vois comment ça bouge dans l'impact qu'on commence à avoir auprès des personnes concernées, en particulier du tissu associatif. Vous en parliez, monsieur, moi je suis très attachée à construire ces démarches-là avec l'ensemble à la fois des associations représentatives sur le handicap, par exemple. On travaille toujours main dans la main avec le CNCPH. Et on essaye de travailler sur l'inclusion dans les fictions. On essaye de travailler sur le fait absolument indispensable de ne plus se contenter de parler d'eux, mais de donner la parole à. Mais nous sommes encore très déficitaires sur les visages. Ça, c'est indéniable. On essaye d'y travailler. Ça n'est pas facile. On va essayer de faire de cette année 24, il ne vous a pas échappé qu'elle allait être un peu sportive avec des Jeux Olympiques. Comme effectivement le service public est le diffuseur non seulement des JO, mais des Paralympiques,
On va en profiter pour donner effectivement énormément de visibilité par le biais des sportifs, par le biais des consultants, par le biais de journalistes, femmes et hommes différents. Mais je ne vous cache pas que sur la question de l'incarnation, c'est difficile. Et sur la diversité sociale, et en particulier pour nous ethnoculturels, là aussi, on essaie d'intégrer dans les séries fiction. La fiction est toujours un peu aux avant-postes. Mais là aussi, alors, on a fait, lorsqu'on a créé la chaîne France Info, avec l'ensemble des acteurs du service public, on a mis dans la carte d'identité de cette chaîne d'être beaucoup plus ouverte sur les visages, et ça a effectivement renouvelé un peu. Mais je suis d'accord avec vous sur la question de la diversité. Parce que c'est à la fois dans les invités, c'est à la fois dans les personnels, dans les journalistes, et là on en revient à ce que vous disiez sur la question de la formation. Je pense que vous êtes peut-être en lien avec le juge Bader qui est au tribunal de Bobigny, qui travaille son association La Courte Échelle et qui est effaré de ce qu'il observe sur des diplômés qu'il a avec des excellents diplômes qui n'arrivent pas à trouver de stage et d'emploi parce qu'ils ont un nom à consonance, effectivement, on peut se douter qu'ils sont noirs ou arabes. Et ça c'est quand même effectivement un vrai problème et une vraie difficulté. Juste un chiffre, depuis 2008, il n'y a eu aucun étudiant en droit issu de Bobigny ou de Villetaneuse qui est rentré à l'ENM. Il n'y a pas de préparation ENM dans ces deux universités. En fait, donc le problème, il est bien exactement au niveau où vous le disiez. Je sais bien. Mais c'est vrai que c'est un point vraiment important de représentation et aussi, vous le soulignez, Madame la défenseure des droits, de méthodologie. Vous l'avez aussi très bien dit dans votre allocution et c'est pour ça qu'on a aussi cette deuxième question. C'est finalement comment on entreprend concrètement, Madame la secrétaire générale, vous pourrez nous le dire avec la labellisation qui est effectivement un support, un levier pour les ministères, mais comment finalement, méthodologiquement, on arrive à prendre conscience et à réellement ensuite, avec un diagnostic, avec des critères et des indicateurs avancer. Je vous remercie. Merci. Oui, c'est hyper important, mais moi, je voudrais revenir sur le sujet des représentations parce que je pense que c'est fondamental et que ensuite, on a des plans d'action, on a des indicateurs, on sait faire tout ça. C'est sans doute notre métier à tous, d'une certaine matière. Il y a un des sujets qui, à mon avis, est au cœur du problème et que tout employeur peut embrasser est le sujet des représentations. Et c'est pourquoi je ne ferai pas du tout d'opposition entre sensibilisation et choses concrètes. Pour moi, la sensibilisation, c'est comme ça qu'on le voit à Bercy, c'est donner à connaître la réalité sans filtre. Et ça veut dire faire des expositions avec des chiffres. Donc, on mesure maintenant de manière assez précise les écarts salariaux et on a des choses qui sont assez intéressantes. On voit que les écarts salariaux se diminuent entre les femmes et les hommes. C'est moins vrai des catégories A et A+. Ce sont les catégories où la rémunération variable est la plus importante. Et donc ça nous a donné à penser que effectivement, quand on redonne de la part variable, on réintroduit un biais. Donc, on l'a testé. Effectivement, vous avez beaucoup plus d'hommes qui sont au max de leur bonus que de femmes. Donc, on a mis tout le monde en formation biais. Mais c'est pour ça que la sensibilisation est loin d'être une sorte de couche un peu molle, mais est pour moi extrêmement importante dans l'explicitation des biais. Parce qu'une fois que ces choses sont connues, je pense qu'on a fait une partie du chemin. Et c'est un outil extrêmement important pour nous. On a tous les ans un observatoire interne où tous les agents du ministère, dont 120 000 personnes, sont interrogés sur leurs conditions de vie. Il y a toujours des questions liées au ressenti de discrimination, parce que je pense que c'est extrêmement important de ne pas nier les ressentis au-delà des chiffres. Et depuis 2022, on fait un observatoire spécifique sur le sexisme au quotidien. Avec moi, un chiffre que je vais vous donner, il y a 2 fois plus de femmes qui nous disent avoir assisté à un comportement sexiste que d'hommes. Alors, soit les comportements sexistes sont exclusivement faits dans des cénacles féminins, soit cette statistique veut dire quelque chose en termes de perception, en termes de ressenti. Et donc, la sensibilisation, elle sert à ça. Évidemment, ensuite, on a toute une démarche qui est très systématique avec un diagnostic qui a été posé en lien avec les organisations syndicales, avec une cartographie ministérielle des risques au regard des 25 critères de discrimination. On prend de manière systématique ces critères les uns après les autres pour les traiter de manière systématique, donc le handicap, la santé, les discriminations
discriminations liées au genre, les discriminations parfois, souvent, de plus en plus, trop souvent, liées à l'âge, qui est un sujet dont on sent la pression monter, sont des objets de dialogue social. Je pense que tous ces outils sont extrêmement utiles et nous permettent d'avancer. Je crois que c'est surtout un chemin. Et pour un employeur public tel que le ministère des Finances, c'est vrai qu'on a un cadre qui est le cadre du dialogue social avec les organisations syndicales, qui sont des aiguillons extrêmement puissants pour se saisir de ces sujets, mais qui ne nous aiguillonnent peut-être pas toujours suffisamment sur la question de l'ouverture. Parce que ces questions sont des questions quelque part d'insider au ministère. C'est vrai qu'on a tout un process, mais là, on est en train de gérer la situation de gens qui sont déjà employés. Et il y a une vraie question d'attirer de nouveaux publics, de diversifier nos viviers, ce qui nous impose une nouvelle réflexion sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je faisais le lien au début entre cette double exigence d'exemplarité et d'ouverture, parce que c'est en allant chercher de nouveaux publics, et on associe désormais de plus en plus une logique de politique d'égalité des chances en lien avec des partenariats sur le terrain, dont les résultats sont encore à leurs prémices. Merci beaucoup. Et effectivement, vous parlez de chemin et je rebondis sur ce mot parce que c'est un échange que nous avons pu avoir avec Madame Bernard sur une illustration concrète de passer effectivement avec cette représentation des personnes et de leur laisser la parole. Vous avez donné l'exemple des rencontres du Papotin qui sont pour moi effectivement très intéressantes et que j'aimerais que vous nous partagiez. C'est un très bel exemple dont nous sommes tous collectivement très fiers à France Télévisions. Les rencontres du Papotin, c'est une émission qu'on nous a proposé il y a presque 2 ans maintenant. Le Papotin, c'est un journal, vous connaissez bien sûr, depuis plusieurs décennies, qui a la particularité d'être écrit par une rédaction de journalistes atteints de troubles psychiques et autistiques. Et 2 producteurs qui sont très sensibles à la question du handicap, qui sont Éric Toledano et Olivier Nakache, nous ont proposé il y a 2 ans de faire une version audiovisuelle de leur conférence de rédaction et de leur travail. Et on a accepté. Et désormais, 1 fois par mois, vous en avez un samedi. Je vous le recommande chaudement. Je fais un petit peu de publicité. Je vous en prie. C'est important aussi. C'est important. Mais sérieusement, le prochain épisode, ce sera avec Ginette Kolinka et je pense que ça peut être un grand moment. Donc, l'émission est très, très simple. C'est que les journalistes du Papotin travaillent et vont pendant une demi-heure interviewer une personnalité artistique, culturelle, politique. Le président de la République s'y est plié il y a 1 an. Et ça donne un résultat assez extraordinaire parce que, comme le dit l'émission à plusieurs reprises, ici, il n'y a aucun filtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris le risque, la direction de l'antenne a pris le risque de mettre ce format-là à 1 heure de très grande écoute, puisque c'est le samedi, sortie du JT, donc entre 20h30 et 21h, donc à un moment où il y a potentiellement beaucoup de téléspectateurs. Et après un an et demi de diffusion, et ça n'a jamais baissé. On est entre 3 millions, 3,5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire c'est beaucoup, plus les reprises sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça dit, cette émission? Ça dit qu'il faut faire des personnes en situation de handicap des acteurs. Il faut leur donner la visibilité à laquelle ils ont droit. On n'a pas encore employé le terme, mais moi j'y tiens beaucoup parce que c'est vrai, dans les entreprises comme sur les écrans, ils sont d'une certaine manière des rôles modèles. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis en plus, les échos qu'on a sur l'impact, c'est qu'ils changent complètement le regard que les téléspectateurs qui tombent sur ce programme-là ont, et en particulier sur le handicap mental, parce que c'est l'étape
peut-être la plus difficile dans le domaine du handicap, c'est de passer, si je puis dire, du handicap moteur au handicap mental qui fait encore plus peur. Voilà, donc on est très, très fiers du programme et surtout de l'impact qu'il a, non seulement auprès de l'ensemble des associations et des personnes concernées, mais auprès du grand public. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, nous avons une contrainte de temps. Nos échanges sont très riches et c'est toujours dommage de devoir couper, mais je reviens effectivement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que donner la parole aux acteurs et aux actrices concernés directement, qui doivent être aussi acteurs, actrices de leur propre parcours. Et c'est là-dessus que vous intervenez en tant qu'association pour justement passer les filtres dont on parlait aussi, c'est-à-dire aller au-delà de certaines représentations pour les aider aussi à accéder à des fonctions auxquelles ils ont droit et la liberté doit être aussi de leur côté. Oui, alors c'est vrai que les acteurs associatifs sont aussi là pour apporter des solutions en alliance avec les organisations, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est la bonne méthode pour y arriver, plutôt que de penser qu'un seul acteur peut tout faire tout seul. Parfois, il y a cette pensée-là et en fait, souvent, on perd tout simplement beaucoup de temps. Et donc, il me semble, nous faisons cela, et puis comme d'autres associations, parce que c'est une politique nationale qui s'est développée depuis quelques années à travers le mentorat. Donc, la manière dont, en l'occurrence, des agents publics, ici à la Cour des comptes, ailleurs, dans des collectivités territoriales, peuvent accompagner des étudiantes ou des étudiants boursiers de l'université, des gens qui viennent de milieux sociaux plus défavorisés pour préparer les concours, voire des demandeurs d'emploi. C'est ce que nous mettons, nous, en place avec près de 600 binômes chaque année qui sont constitués. Et pour moi, c'est une des solutions qui est massive et majeure. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est assez simple à mettre en place. Deuxièmement, parce que ça a une vraie plus-value pour des personnes qui, parfois, hésitent un peu sur leur projet professionnel, ne se sentent pas forcément légitimes. Et là-dessus, je dois dire que le service public et la fonction publique ont quand même des choses en termes de représentation à travailler. Ce n'est pas forcément évident quand on parlait de Bobigny tout à l'heure, ou d'un territoire rural, de se dire je vais faire ma carrière dans tel et tel service public. Surtout que les services publics sont souvent beaucoup plus nombreux que ce qu'ils ne croient à côté de chez eux. Et c'est la force des organisations publiques par rapport à certaines entreprises. Et le troisième élément, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que pour moi, on n'arrivera pas à gagner ce combat si on n'arrive pas à mobiliser en fait les agents du service public, parce que ce sont eux les meilleurs ambassadeurs, ce sont eux qui peuvent tenir un discours, l'incarner en disant j'ai fait ceci avant, je vais faire ça demain, en montrant la réalité de ce qu'ils font, mais aussi le sens qu'ils y mettent eux. Et je pense que c'est une force démultiplicatrice qui est extrêmement forte dans la fonction publique, qu'on n'utilise pas ou trop peu. Il y a 5 millions d'agents publics, c'est 20% de l'emploi en France. On a la capacité à faire beaucoup plus. Et cela dit, en toile de fond, c'est une forme de culture un peu de l'administration qu'il faut changer, qui se considère un peu à part de tous ces enjeux, à part même parfois des employeurs. Moi, je l'ai vu en Seine-Saint-Denis, pour reprendre un territoire que je connais bien, travailler sur la politique de la ville. Il y avait, je ne sais pas combien d'acteurs publics autour de la table, on était tous à se poser la question de quelle entreprise allait recruter des jeunes en stage. Et aucune ne se dit, nous. Voilà, c'est ça qui se passe quand même. Et je pense on est aujourd'hui dans un moment de bascule où des exemples comme des ministères à côté de moi ou même la Cour des comptes qui fait aujourd'hui des choses, on viendra bientôt avec un groupe de jeunes ici à la Cour des comptes parler des métiers et l'incarner. Il y a du sens, il y a un engagement qu'il faut faire connaître et qu'il faut amplifier parce que c'est par cette ramification-là qu'on y arrivera, au-delà des grandes politiques RH qu'il faut éminemment mener pour les accompagner. Merci beaucoup. Madame la défenseure de droit, vous souhaitiez peut-être intervenir avant qu'on laisse la parole à la salle pour des questions. Je vois que Justine Renaud me fait signe. Juste 2 mots sur des exemples de moi, ce que je peux observer en termes de réclamations qu'on reçoit. Je suis encore frappée du nombre de réclamations de discrimination de grossesse que nous pouvons avoir. Dans l'emploi privé, c'est clairement des femmes qui ne retrouvent pas un poste équivalent à salaire équivalent, alors qu'en fait, la loi, elle est quand même à la fois très simple et très protectrice. Dans le secteur public, c'est plus souvent c'est des non-renouvellements de CDD. C'est pas exactement la même chose, mais on l'observe aussi avec des situations de discrimination. Nous observons aussi nos premières réclamations sur des discriminations congé paternité. Nous avons de grands espoirs que ça fasse avancer les choses si les hommes sont aussi concernés. On a eu clairement une histoire d'un prof de musique qui dit
la municipalité veut l'embaucher, il dit juste attention, septembre, je prendrai 15 jours de congé paternité parce que ma femme va accoucher, 15 jours en janvier, et la municipalité lui répond dans ces conditions, on ne vous embauche pas. C'est absolument merveilleux, direct, au moins la discrimination, elle est facilement montrable. Et puis, juste un autre exemple qui m'a frappé et qui explique aussi quand même le non-recours. C'est une femme victime de harcèlement sexuel dans son emploi, qui le dénonce, enquête interne, qui conclut sur le fait qu'il n'y a pas discrimination, licenciement de la personne pour dénonciation calomnieuse. Elle nous saisit, nous partons en enquête, il y a tous les éléments, honnêtement, comment vous dire, pour dire qu'il y a effectivement harcèlement sexuel. Quand on enquête un peu, la personne en question avait fait la même chose dans ses 2 emplois précédents, donc ce n'était pas non plus si compliqué, mais vous voyez bien, la personne en question a été licenciée pour dénonciation calomnieuse, et les 5 situations auparavant que nous, on avait pu mettre en avant, les femmes, en fait, étaient parties d'elles-mêmes, parce que c'est souvent aussi ce qui peut se passer. Donc, voilà, cette question quand même des représailles est absolument omniprésente. Bien sûr, merci beaucoup. Effectivement, au sein de l'institution aussi, nous progressons sur ces questions et Madame la secrétaire générale a vraiment mis beaucoup de force dans un dispositif de signalement que nous avons mis en œuvre, qui s'est transformé et qui a encore effectivement des choses à prouver, mais on a besoin aussi d'avoir ce relais-là et cette connaissance-là auprès de nos personnels. Alors, je reviens vers Justine Renaud pour avoir les questions. Alors, évidemment, auprès de la salle, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, et de relais aussi au niveau de la visio. Bonjour, Dorine Dorbeau, merci pour vos interventions. D'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus de progrès sur les inégalités femmes-hommes que dans d'autres secteurs. Et pour ça, vous avez souligné l'importance des objectifs et des indicateurs qu'il y a pour justement ces questions de genre femmes-hommes, qu'il y a pour les personnes en situation de handicap, mais qu'il n'y a pas forcément pour les origines ethniques ou sociales. Et donc, est-ce que c'est un frein et comment est-ce qu'on peut le dépasser pour avoir de progrès similaires? Je vous remercie. Alors, je vous en façon très claire, on ne lutte efficacement que sur ce qu'on évalue. Donc oui, c'est absolument indispensable de l'évaluer. La question qui vient souvent derrière, on ne peut pas faire de statistiques ethniques. Vous voyez bien tout ce que j'ai pu dire en perçu comme non blanche ou perçue comme noire et arabe. En fait, on arrive à faire plein de choses. Donc, la question des statistiques ethniques n'est pas un problème pour essayer de l'évaluer. Et nous, on réclame à corps et à cri un observatoire des discriminations. Puisqu'on ne voit pas suffisamment de choses dans les réclamations et ce qui va devant les tribunaux, évidemment, on voudrait qu'il soit chez nous, l'observatoire, mais il faut absolument aussi réunir l'ensemble des recherches qui sont menées. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur toutes ces questions-là. Donc, les réunir et avoir des évaluations beaucoup plus fréquentes. L'enquête Théo, qui est absolument remarquable, une première enquête en 2008, la suivante, c'est en 2022. Enfin, je veux dire, il en faut de façon bien plus régulière. Merci beaucoup. Peut-être une réaction aussi, Madame. Non, Madame je rejoins ce que dit Madame la défenseure. Nous, on a évidemment le problème sur nos contenus de programme. Vous savez que en plus des labels diversité, nous avons un régulateur qui s'appelle l'ARCOM, devant lequel nous reportons, tous les médias reportent effectivement sur les femmes, mais qui nous soumet aussi, ça s'appelle un baromètre diversité tous les ans, et qui en fait repose sur la perception, puisqu'on ne peut pas le faire autrement, étant donné le cadre de la loi républicaine. Mais ça nous donne de toute façon des indicateurs. Alors, le baromètre n'est pas parfait, évidemment. On peut dire, quand on sait qu'il y a 80% de handicap invisible, c'est vrai que sur la perception, forcément, on n'a pas des chiffres qui sont parfaits. Mais en tous les cas, ça sert d'outil. Et en tous les cas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas compter et qu'on ne peut pas assigner qu'il ne faut pas avoir énormément de volontarisme pour ouvrir les portes. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions? Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Une question peut-être sur, une question un peu provocante sur l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, vous dites qu'il y a les textes, il y a les lois qui nous disent qu'on ne peut pas discriminer une femme enceinte, mais je vais même au-delà de la femme enceinte, je vais sur le périmètre égalité vie professionnelle, vie personnelle. C'est-à-dire qu'une maman, un papa et même une personne en situation de handicap qui a besoin à un moment aussi de souplesse, c'est-à-dire d'avoir un cadre de travail qui lui permet à la fois effectivement de s'épanouir intellectuellement, mais aussi à un moment d'avoir une charge mentale
la journée, au quotidien, pour assurer soit son handicap avec des soins, ou soit aussi ses enfants, maman, papa. Je reviens aussi sur l'égalité. Et ça, non. Aujourd'hui, le cadre de travail, quel qu'il soit, je vise aucune institution quelconque, mais on voit que non. On voit qu'il est rigide. On voit qu'il y a des réunions à 18h30, même si on nous permet de sortir, bien évidemment, mais il y a toujours cette contrainte de dire, excusez-moi, je m'en vais, je vais aller chercher mon enfant à la crèche, alors que tout le monde reste autour de la réunion. Il y a ces réunions aussi à 8h30 ou 9h. Mais moi, je dépose l'enfant à 8h20. Comment je suis en réunion à 8h30? Mais elle est partout, hein, cette contrainte à la fois calendaire et à la fois des horaires. Donc oui, il y a des textes, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique en fait? D'abord, nous, on est un très bon observatoire de l'écart entre le droit tel qu'il est inscrit et la réalité de ce qui se fait. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des lois, et la grossesse en est un exemple, une loi, je veux dire, qui est simple, protectrice, que le résultat n'est pas comme ça. Moi, j'ai aussi une partie employeur, en fait, dans l'institution de défenseur des droits. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué de ne pas mettre de réunion avant 9h30 pour exactement la question. Mais d'abord, je peux vous donner l'exemple, excusez-moi, mais ma secrétaire générale, il faut bien qu'elle dépose aussi son fils à l'école, en l'occurrence. Et donc, de toutes les manières, il n'y a pas de réunion avant 9h30. Et pareil, pour le soir, on s'applique la même chose sauf exception. Alors là, il y a quand même des moments d'urgence. Il y a une audition d'un seul coup qui doit être faite dans les 48 heures à l'Assemblée. On a besoin d'une réunion. Donc ça, exceptionnellement, on le fait. Mais en fait, moi, ce que je m'aperçois au quotidien, c'est que ce n'est pas très compliqué, en fait, de ne pas mettre les réunions à ces moments-là. Donc c'est une vraie volonté au quotidien qui n'est pas si compliquée que ça. Merci. Donc c'est faisable. Madame la secrétaire générale, vous aviez... Oui, merci. En fait, je n'aurais pas dit mieux. En réalité... Je pense qu'il y a une vraie volonté au secrétariat général de Bercy, on a décalé toutes les réunions, il n'y a plus de réunions à 8h30 le matin, parce que moi aussi je dépose mes enfants à l'école. En fait, je pense qu'il y a une évolution des pratiques qui vient aussi avec la plus grande diversité et la féminisation d'un certain nombre de fonctions pour rompre avec des habitudes qui évoluent. On a essayé de régler tout ça dans des chartes, ça fait avancer, mais en fait, moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple et qu'en fait, dans les mœurs, les choses vont beaucoup plus facilement se faire. Juste un mot sur le handicap, parce que vous avez dit une chose qui rebondit totalement avec une chose que l'on essaie de faire au ministère, c'est que là, on vient de finir la négociation d'un nouvel accord sur le handicap. Et je crois que la grande avancée conceptuelle de cet accord, c'est de ne pas considérer le handicap comme le sujet de la personne porteuse du handicap. Et on a toute une partie de l'accord sur le collectif de travail. Qu'est-ce que ça implique pour l'organisation du travail, pour le collectif, et donc envisager ces sujets-là comme des sujets collectifs et non plus le traitement de sujets individuels. Et moi, je crois beaucoup au progrès en réalité et à la capacité des organisations à aussi tenir compte simplement de la vie des gens. Merci beaucoup. Alors, je suis navrée de devoir interrompre notre table ronde et de terminer. Je voudrais laisser la parole à Mireille Faugère pour faire la conclusion. Merci vraiment beaucoup. Et je laisse, Madame la défenseure des droits terminer. Vous permettez juste avant moi un mot de conclusion. Tout petit mot de conclusion sur une enquête qu'on avait menée en 2019 sur les jeunes avocats et avocates, sur la perception des discriminations dans les 5 dernières années. 38% des jeunes avocats et avocates disent avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années. Si on prend que les femmes, c'est 52%. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Là-dessus, moins de 5% sont allés devant les tribunaux ou devant l'institution. Je trouve cette étude remarquable parce qu'on est face à un public qui connaît ses droits. Donc, le problème, il n'est pas de ne pas connaître ses droits. Il est bien dans la peur des représailles et il est bien dans à quoi ça va servir. Et ça, c'est les 2 points importants. Et juste vous dire, un numéro de téléphone, le 3928, c'est notre plateforme antidiscrimination. Vraiment, n'hésitez pas, parce que vous avez au bout du fil des personnes qui ont été formées juridiquement. Nous appeler, ça ne veut pas dire nous saisir. On sait bien qu'il peut y avoir un écart entre les deux et que les gens n'ont pas forcément envie de nous saisir après. Mais ça vous permet de savoir si ça rentre dans le cadre des discriminations ou pas. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À ce panel formidable. Merci à Marianne d'avoir,
être très strict dans le respect des horaires, mais c'est aussi pour vous toutes et tous. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, dire que pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont des questions, et pour le chat où il y a eu des questions qui ont été posées, nous allons prendre toutes les questions et si vous en êtes d'accord, on fera un aller-retour avec vous pour savoir quelles réponses vous auriez fait aux questions et ça nous permettra de garder le fil. Alors pour dire vraiment merci beaucoup, vous nous avez stimulé et donné plein d'idées pour continuer. Dans les juridictions financières, comme le disait le premier président, nous sommes quand même au début. Nous sommes au début, nous étions très en retard, aussi parce que la loi Sauvadet ne s'appliquait pas aux juridictions financières et qu'il n'y a pas à dire, quand on n'est pas concerné, on n'est pas concerné. Et il n'y avait pas la prise de conscience et la force politique de dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas une loi qui nous concerne que nous n'allons pas prendre, parce que nous le devons au regard de l'exemplarité et de la performance que permettent ces actions de le faire. Et c'est ce que le premier président a fait en disant on va s'appliquer à nous-mêmes la loi Sauvadet et c'est cette dynamique. Et la dynamique, nous l'avons dans les juridictions financières aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le discours du premier président, dans les actions portées par le secrétariat général et la direction des ressources humaines. J'allais dire tout ça, c'est un début parce que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est sur des sujets de comportement et que les sujets de comportement, c'est nous tous. Alors, je retiens quelques exemples que vous nous avez donnés qui sonnent pour nous. Vous nous disiez, Madame la défenseure des droits, qu'il était incontestable de réparer quand il y a eu discrimination. Aujourd'hui, nous avons tout un dispositif pour réparer avec une cellule de discrimination, avec Allo Discrim et puis avec des personnes dédiées à la prise en charge des situations qui ont été des situations de discrimination. Nous sommes au début, on ne va pas encore assez vite dans le règlement des sujets, c'est certain. Mais ce que vous nous avez dit aussi, c'est qu'on ne traite pas les questions dont on a parlé ce matin uniquement par la réparation. Il faut absolument remonter au fait que ça soit une préoccupation de l'organisation, donc une préoccupation managériale. Et c'est là où c'est important. D'abord, vous savez que le terme de management n'est pas un terme qui est vraiment employé chez nous. Il y a encore des guillemets quelquefois quand on le dit, mais voilà, on est en train de faire tomber les guillemets petit à petit. Mais ça veut dire que ça concerne les gens qui sont en situation d'animation d'équipe, les présidents de chambre, les présidents de section, et ça ne concerne pas que la direction des ressources humaines, qui a beaucoup de responsabilités sur ce sujet, mais pas que. Et donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, on va remonter, et on va remonter à une responsabilité partagée, et ça va être une des actions de 2024. Alors, nous avons aussi, je vais le dire en slogan, comment nous allons faire notre petit ours brun, puisque Marianne Bernard nous a raconté une jolie histoire. Et ce que me dit le petit ours brun, c'est qu'en fait, dans les médias, il y a une responsabilité sur ce qu'on donne à voir, et il y a une responsabilité à l'intérieur des équipes. Mais c'est pareil chez nous. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité interne sur notre collectif de travail, et c'est tout le dispositif des labellisations que nous avons, mais nous avons notre hors RH, c'est-à-dire que nous avons nos responsabilités sur nos métiers de contrôle. Et là, nous donnons à voir. Et là, ça fait longtemps qu'on en parle, on a déjà des axes, on transforme nos études RH en disant il faut vraiment poser des questions, mais on en est là aussi qu'au début. Et il faut que nous progressions sur notre hors RH et que petit à petit, les enjeux et surtout les objectifs que nous nous donnons soient en matière RH et hors RH. Et vous avez raison de nous stimuler là-dessus. C'était très intéressant aussi d'entendre combien les sujets de discrimination, ce n'est pas les sujets des personnes, c'est les sujets du collectif dans lesquels vivent les personnes. Et là, ça rejoint le premier point. Nous sommes tous et toutes concernés, et tous et toutes ceux qui sont responsables d'un collectif de travail. Je reviens à ça, parce que chez nous, dans les juridictions financières, alors nous avons aussi nos directions administratives dans lesquelles c'est comme ailleurs. C'est des services qui fonctionnent, mais dans les métiers de contrôle, nous avons la vie à l'intérieur de nos chambres et nos chambres régionales des comptes, et nous avons la vie à l'intérieur des contrôles eux-mêmes.
Et dans les contrôles eux-mêmes, il ne faut pas que ça soit un huis clos, il faut qu'on se préoccupe des situations du travail ensemble. Et ça me semble très important, parce que quand j'écoute ce que vous nous dites, quand on discute avec notre réseau de référents, déjà, alors qu'on est au tout début de la labellisation d'égalité, vous nous dites, bah, c'est super, on a été labellisé l'année dernière, mais moi, j'ai rien vu changer dans mon quotidien. Il y a toujours autant de blagues, il y a toujours autant de comportements que je trouve quand même pas complètement, voilà, pas complètement comme il faut. Et donc, il faut qu'on lutte contre ce doute que ces démarches sont autre chose que des démarches qui concernent que quelques-uns ou qui seraient remplir des croix dans des tableaux. Donc là, on a un enjeu, c'est clair, et ça nous concerne. Et comme le disait le premier président, nous allons lancer l'étape du diagnostic de la diversité. Alors nous avons été très conscients il y a 2 ans, quand on s'est lancé dans la labellisation et nous avions travaillé avec Armelle Dam, c'était qu'on était à peu près prêt à faire des choses sur l'égalité femmes-hommes parce qu'on avait un premier diagnostic, un premier plan d'action et qu'on pouvait donc se donner des objectifs et des ambitions, mais on n'était pas du tout prêt sur la diversité. Parce qu'en dehors d'un plan handicap que nous avons depuis longtemps dans les juridictions financières, nous n'étions pas capables d'écrire une politique. Et donc là, vous nous donnez plein d'idées. Donc là, c'est le top départ. C'est le top départ du diagnostic. Le premier président disait que ça commence la semaine prochaine. Et ce diagnostic, nous sommes tous et tous concernés, puisque ce diagnostic, il va être fait et on va lancer un questionnaire envoyé à tous les personnels des juridictions financières, donc les 1800. Et la qualité de notre diagnostic et donc du plan d'action que nous allons faire après tiendra au nombre de personnes qui vont répondre aussi. Donc vraiment, je vous encourage à répondre à ce questionnaire qui nous permettra de faire un point 1 sur la labellisation égalité professionnelle et notre point 0 pour la diversité. Donc vous voyez, nous sommes lancés dans une dynamique engagée, pas facile, mais vous nous avez beaucoup inspiré ce matin et donné du courage. Et puis avec des gens comme Damien qui sont à l'intérieur des juridictions financières, nous aurons là aussi un aiguillon supplémentaire. Donc merci 1000 fois d'avoir été parmi nous. Merci à toutes et tous qui étaient en ligne avec nous. Vous étiez nombreux. Merci à toutes et tous qui étaient là et d'avoir bravé les embouteillages. Et merci de nous accompagner dans nos efforts. Merci beaucoup.